L'exposition s'intitule In Vivo. Peux-tu nous en parler ? On a tourné autour de l'expression mémoire vive. Cela faisait écho à ce projet de recherche que tu m'avais confié en 2020, avec l'idée de se plonger à travers des grandes questions thématiques dans l'histoire assez hors norme de la programmation artistique du Creux de l'Enfer depuis son inauguration en 88. Et puis dans ces récits, je m'appuie sur un grand nombre d'œuvres qui proposent des connexions très fortes avec le site du Creux de l'Enfer, son histoire, les imaginaires qui lui sont associés, mais aussi plus largement finalement avec toute l'histoire de la production manufacturière et industrielle de la vallée. Donc In Vivo a un sens fort encore puisqu'il renvoie au principe même du vivant. Et si aujourd'hui, comme on peut le voir, le lieu est vraiment magnifié à la suite d'importants travaux de rénovation, notamment d'isolation. Donc il est moins poreux qu'avant, mais tout de même il reste très organique. Il est toujours traversé par l'eau, la lumière, la terre, la roche aussi d'origine volcanique. Donc pour moi, plus qu'un lieu, le Creux de l'Enfer, c'est un véritable milieu, un peu comme un écosystème vivant. Et d'ailleurs, nous présentons un ensemble de petites pièces d'Hubert Duprat, ouvragées ici même, il y a plus de 30 ans, et véritablement in vivo, par des insectes aquatiques qui avaient été élevés avec des matériaux précieux dans l'eau puisée dans la rivière, ici même, juste en contrebas. De plus, on pourrait aussi dire que le titre In Vivo, pour une exposition d'ailleurs qui dure 9 mois, comme les 9 mois d'une gestation par exemple, constitue aussi un contrepoint aux connotations mortifères associées à la figure du diable, qui est l'emblème fameux du Creux de l'Enfer. On pourrait aussi souligner le fait que In Vivo évoque par sa sonorité le dispositif Viva Villa, l'Institut français qui nous a soutenus pour ce projet et qui nous a permis d'inviter des artistes issus des différentes villas françaises à l'international, comme la Villa Médicis à Rome, la Villa Kuroyama au Japon, Villa Albertine aux États-Unis et la Casa de Velázquez à Madrid. Et puis finalement, In Vivo, c'est aussi une manière de rappeler que le Creux de l'Enfer, c'est comme une sorte de matrice, un écosystème de création et de production artistique assez exceptionnel. Et lors de nos échanges sur la conception de l'exposition, il nous paraissait essentiel de ne pas nous tourner exclusivement vers le travail d'artistes historiques, mais de réfléchir à une façon de mettre en dialogue différentes générations d'artistes et de donner l'occasion de concevoir de nouvelles œuvres, et notamment avec des artistes de la jeune génération. Le projet devait aussi établir un parcours permettant d'entrer en écho avec le lieu lui-même, comme tu le décris, et ainsi de belles situations de dialogue se sont tissées dans l'espace. Donc la trame de l'exposition, on l'a pensée de manière à ce que les œuvres entrent en résonance avec la puissance des lieux, tout en se faisant écho également les unes les autres. Par exemple, à côté des petites pièces précieuses issues des métamorphoses entomologiques du père Duprat que je viens d'évoquer, on découvre aussi les fascinantes alchimies d'Hicham Berrada. Ce sont des œuvres issues de rebuts technologiques qui semblent se métamorphoser sous nos yeux en paysages d'abysse. Et puis, juste à côté, des sortes de dentelles de papier réalisées par Stéphanie Mancy ont été travaillées en profondeur par le flux de l'eau. Et elles rappellent les anciennes fabriques de papier de la vallée, puisqu'il y en avait jusqu'à 400 de ces fabriques, des moulins, au XVIIe siècle. Dans l'intimité du bâti, l'eau coule aussi dans les veines des roches organiques de Max Fouchy. Et cette ressource, on la retrouve condensée également dans une simple goutte d'eau magnifiquement filmée par Ismail Bari, qui insuffle un battement vital à l'exposition depuis les entrailles de l'usine. Mais dès l'entrée, on a aussi un beau dialogue qui s'installe avec l'artiste Myriam Mindou, qui est à la fois forgeronne et chamane. Et on peut dire qu'elle a relevé le défi d'investir cette vaste halle du rez-de-chaussée après une véritable immersion sur place. Pour son œuvre inédite Lit mineur, elle est partie du dessin du lit de la rivière, qu'elle a traduit sous la forme de suspension en métal forgé et qu'elle a accompagné d'une bande sonore. Elle était vraiment à la recherche du juste niveau, en voulant relier le haut et le bas, mais aussi mettre en tension les voix de l'eau et les mémoires ouvrières. Puis un peu plus loin, en parallèle, Stéphanie Mancy, avec son dessin nerveux réalisé directement in situ sur le mur et la roche humide,
traduit l'intensité énergétique du lieu. Quand on monte ensuite à l'étage, on découvre une sculpture monumentale de Mona Hatoum qui avait investi tous les recoins du creux de l'enfer en 1999. Et l'inquiétante étrangeté de sa monumentale râpe à fromage, elle dialogue ici avec les assemblages plus fragiles et aussi chimériques d'Anna Solal, réalisés à partir d'objets glanés. Mais ces œuvres, elles entrent aussi en résonance avec la grande pièce photoscénique du duo Petrel et Roumania. Cette grande pièce est fondée, elle aussi, sur l'hybridation des médiums et des récits, en jouant avec les qualités particulièrement lumineuses de cette grande salle au premier étage. L'œuvre est elle-même photosensible, tout comme celle d'Anne-Veronica Jensens, présentée dans l'espace à moitié troglodytique, que vous appelez d'ailleurs ici la grotte. L'artiste belge a réactivé in situ, ou même on pourrait dire in vivo, une œuvre conçue ici même en 1994, dans cet endroit particulièrement tellurique. C'est une sorte de délicat estampage d'aluminium qui vient révéler, un peu comme une seconde peau, le relief de la roche qui le transforme en une véritable photographie vivante. Dans l'usine adjacente, au Mai, nous présentons par exemple les dessins bouillonnants du sculpteur québécois Georges Tracas, qui a véritablement découvert l'usine du Creux de l'Enfer en 1985. Et ce sont ces dessins du fameux pont de l'Épée qui invitent littéralement à plonger dans les embruns de la chute d'eau. La fin du parcours nous amène encore plus loin vers d'autres origines, à travers des temporalités géologiques, voire interstellaires. On y découvre notamment les gravures sur météorites de Sabine Mirles, qui sont présentées, on pourrait dire, dans le sillage des mystérieuses pellicules de sable volcanique d'Ismail Bari. Et cette exposition a permis de réaffirmer des éléments fondateurs de l'histoire du Centre d'art, notamment comme cette invitation faite à Roman Signer en 1991, qui ouvre à des collaborations plus internationales. L'image le montrant au volant de son triporteur, entrant par la porte du Centre d'art, témoigne d'une action désormais emblématique pour le lieu. Oui, et puis on retrouve aussi ces objets qui sont de véritables sculptures du temps, ainsi que des vidéos de ses performances à Roman Signer, à la fois absurdes, poétiques, jubilatoires et souvent explosives. Aujourd'hui, Roman Signer est une figure majeure de l'art contemporain. En 1992, il avait littéralement mis le feu aux poudres sur le toit terrasse. Nous avons aussi tenu à l'idée de créer certaines ponctuations dans l'exposition, comme les pièces Danseurs-cueilleurs d'Hélène Bertin qui ouvrent et ferment le parcours. Oui, ce sont 2 sculptures de rameaux de bois, glanées, écorcées et assemblées par Hélène Bertin lorsqu'elle était pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, qui se présentent comme des écritures primitives. En somme, elles signalent l'entrée et la sortie du parcours. Enfin, l'exposition n'a pas renoncé au projet de résidence qui se déroule sur le territoire local, comme l'invitation que nous avons faite à Max Fouchy d'imaginer une œuvre, voire des œuvres conçues au lycée Jean Zay. Pendant 2 mois, l'artiste s'est installé sur le plateau technique et a littéralement sculpté des contenants plastiques qui ont été installés dans 2 espaces de l'exposition. Et puis il y a Jean-Baptiste Perret qui a réalisé des portraits filmés sur le parc du Livradois Forez et le parc du Pilat. Et ces ensembles de vidéos ont été présentés simultanément au Creux de l'Enfer et dans l'espace d'exposition de la Serre à l'occasion de notre partenariat avec Saint-Étienne. Et au Creux de l'Enfer, à travers ces 3 films, Jean-Baptiste Perret nous propose 3 petites séquences existentielles et on glisse fragilement en suivant ces personnages de l'enfer au paradis.